Kombi pisa gunda fu Feuillet Musoyu kanto ko Feuillet Senekela yu kanto ko Feuillet Feuillet nana o Kakuma de musoluma Feuillet nana ka musolu yiriwa Feuillet wame na kunka kwad bapanga Feuillet wame na tinka kwad bapitse Bonjour ou bonsoir, chers participants, et bienvenue à ce webinaire. Au mois de février dernier, nous avons organisé un événement pareil à Radio Rurale Internationale. C'était à l'occasion de la journée internationale de la radio. Et je suis sûre que vous êtes nombreux à vous en souvenir. Et pendant cet événement, nous étions là non seulement pour célébrer la radio comme un outil très intéressant, mais aussi pour attribuer les prix de communication de George Atkins, le fondateur de Radio Rurale Internationale, et le prix Lise Hughes pour Radio Rurale au féminin. Et c'était un prix qui avait pour objectif de célébrer nos femmes, les femmes radiodiffuseuses à travers le monde. Oui, et cet après-midi encore, nous sommes là pour un séminaire intitulé « Amplifier les voix des femmes pour la sécurité alimentaire et l'égalité des genres », encore organisé par Radio Rurale Internationale, et ce pour présenter les résultats de l'un de nos projets. Et juste pour votre information, ce webinaire se déroulera dans une combinaison de langues, en français et en anglais, avec une traduction simultanée, bien sûr. Et pour activer la traduction, vous avez juste à regarder au bas de votre écran et à cliquer le bouton qui dit « Interprétation ». Donc là, vous sélectionnez la langue de votre choix. Ce sera soit l'anglais, soit le français, et vous entendrez dans cette langue. Donc, merci beaucoup de le faire, si vous êtes déjà en train de le faire. Et juste encore pour votre information, ce sera un webinaire qui se déroulera pendant 90 minutes. Et pendant ce temps, nous aurons 15 minutes pour les questions à la fin pour tous les participants. Donc, vous êtes invités à soumettre vos questions pour nous ou alors pour nos invités dans la boîte de questions-réponses qui est toujours au bas de votre écran, et nous essaierons de vous donner des réponses à ces questions. Aussi, il y a une boîte de discussion que vous avez à droite de votre écran, et vous pourrez utiliser également cette boîte de discussion pour interagir. Cet événement, ou alors je dirais ce webinaire, est en cours d'enregistrement. Vous pourrez donc le trouver à la fois sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur notre site web si vous souhaitez regarder après la fin de ce webinaire. Et enfin, si vous avez des amis qui ont des difficultés à se joindre à nous, nous diffusons également en direct sur notre page Facebook. C'est Facebook/Femme Radio, où vous pouvez également vous connecter. Et ainsi dit, je vais commencer par introduire la première intervenante de ce webinaire. Et elle est membre du conseil d'administration de Radio Rurale Internationale. Elle s'appelle Nora Young. Et je pense que je vais vous l'introduire un peu plus, avec un peu plus de détails dans la langue française. Nora is the host and the creator of Spark. Nora est l'animatrice et la créatrice de Spark, l'émission de radio et de diffusion nationale de la CBC sur la technologie et la culture. En tant que journaliste, auteur et conférencière, Nora explore comment les nouvelles technologies façonnent la façon dont nous comprenons nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Donc, bienvenue Nora pour des mots de présentation. Merci beaucoup. J'aimerais commencer donc avec
une connaissance des territoires. Je vous rejoins ici en fait de Ontario au Canada. Je vais donc reprendre l'interprétation quand je peux. C'est un peu rapide pour l'interprétation. De plus, RRI, le bureau donc de RRI est basé donc à Ottawa. Donc, prend connaissance de cette terre aujourd'hui. C'est très important pour nous. Je suis très contente d'être là aujourd'hui et je suis vraiment très enthousiasmée d'en apprendre plus sur ce projet. Et juste pour être clair, je ne représente pas la CBC ici aujourd'hui. Je suis ici en tant que capacité que membre du conseil d'administration de RRI. Mais je suis un journaliste, je suis aussi radiodiffuseuse et une auteure sur la technologie et en fait voix de femme apporte beaucoup de thèmes qui sont très chers à mon cœur et en tant que journaliste, c'est très important pour moi d'avoir des informations correctes et pour que les personnes puissent utiliser ces informations pour améliorer leur vie et avoir une bonne information sur la nutrition et l'agriculture et des discussions sur le genre avec des personnes dans la communauté. Tout cela est très crucial. Vous assurer que les personnes aient les outils pour améliorer leur vie. Et en tant que radiodiffuseuse, une chose auquel je pense, c'est comment avoir en fait une variété de voix à l'antenne et qu'on n'entend pas tout le temps les mêmes personnes et avoir des conversations honnêtes. Et cela n'est pas seulement donc pour en excluant certaines personnes, mais en incluant le plus de personnes possible. Et en tant que journaliste aussi, en tant qu'auteur sur la technologie, je suis très intéressée, curieuse sur comment est-ce que la technologie nous permet de nous rassembler. Ce qu'on voit ici avec ce projet, c'est du travail qui a été donc conçu avec les femmes, pour les femmes qui se soutiennent entre elles à travers des groupes d'écoute communautaires et pour aussi pouvoir participer directement au niveau des programmes radio. Et pour finir, en tant qu'une femme à l'antenne, je trouve cela très inspirant d'en apprendre plus sur ce projet et je sais que c'est très important d'avoir toute cette technologie à l'antenne et je suis très enthousiasmée d'en savoir plus sur ce projet et des leçons apprises ici pour d'autres projets dans le futur. Merci beaucoup, Nora, pour ces mots de bienvenue. Et maintenant, je veux présenter ici Caroline Monpetit, qui est donc manager qui va nous en dire plus donc sur le projet et le projet, les stratégies et les résultats clés. Donc, Caroline Monpetit, qui est donc responsable de la mise en œuvre des projets et aussi conseiller pour l'égalité des genres, des genres à RRI. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde et merci Martine et Nora pour cette introduction. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous parler des résultats, mais surtout des leçons qu'on a apprises dans la mise en œuvre d'un projet d'une grande importance pour nous qui s'appelle Voix de femmes à grande échelle, sur la valeur des plateformes d'information de communication pour mieux servir les communautés rurales. Donc, on va parler aujourd'hui de comment on a abordé les questions d'égalité des genres à l'aide des technologies de l'information et des communications, donc l'éthique. Et on va aussi discuter avec vous de l'engagement des parties prenantes locales pour soutenir ce type d'approche-là dans le long terme.
Donc, un défi fondamental, mais souvent négligé en matière de développement rural, c'est le manque d'information, des services d'information et de communication qui sont sensibles à l'égalité des genres. Encore mieux si ces services-là peuvent aborder les questions d'égalité des genres de manière compréhensive. Donc, si on n'a pas accès aux bonnes informations en temps réel et de manière à prendre en considération nos propres réalités, surtout en tant que femmes, c'est difficile de prendre les bonnes décisions pour notre bien-être, pour celui de notre famille et celui de nos communautés. L'éthique et la radio, ça peut être une solution intéressante pour répondre à ce besoin-là, mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est important de comprendre que même si la radio, c'est un des meilleurs outils pour rejoindre les communautés marginalisées, ça reste que c'est un média qui est encore largement dominé par les hommes un peu partout dans le monde et qui a le potentiel de perpétuer les stéréotypes. Donc, c'est une question de comment l'information est offerte, oui, quel type d'information aussi, mais de voir comment est-ce que le contexte socio-culturel dans lequel on se trouve, puis les défis d'inégalité des genres qui peuvent empêcher les femmes de bénéficier des informations sont pris en compte. Donc, non seulement on veut offrir les bonnes informations, on veut aussi penser à remettre en question les normes socio-culturelles qui empêchent les femmes de faire des changements, de prendre action et idéalement en retour de pouvoir aussi leur servir d'espace pour s'exprimer. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en œuvre un projet de 5 ans qui a été financé par Affaires mondiales Canada et qui visait l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'égalité de genre. Et c'est un projet qui a été mis en œuvre dans 4 pays, donc au Mali, au Burkina Faso, au Ghana puis au Sénégal. Et c'est pour répondre à ce besoin-là de communication et d'information qu'on s'est mobilisé pour travailler avec un grand nombre de personnes et de parties prenantes pour en fait créer ce qu'on a appelé des plateformes radiophoniques interactives. Donc, de faciliter la collaboration avec des stations de radio locales, des parties prenantes et les communautés rurales elles-mêmes. Donc, dans le cadre de ce projet-là, vraiment, on a voulu mobiliser un grand nombre de stations de radio pour leur donner accès aux outils nécessaires, au coaching, à la formation, pour pouvoir offrir la meilleure version de leurs émissions agricoles pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire, mais de façon à engager de manière participative les communautés elles-mêmes, mais les femmes surtout, et être capable de parler des enjeux d'égalité des genres. On a aussi mobilisé un grand nombre de parties prenantes, incluant les organisations de femmes, pour qu'elles puissent partager leurs connaissances et contribuer à mettre leur stratégie à l'échelle, si on veut, avec le pouvoir des radios. Et travailler avec les communautés elles-mêmes pour qu'on puisse mieux comprendre leurs besoins et pouvoir servir de plateforme pour partager leurs connaissances. Donc, on visait des résultats en termes de l'utilisation accrue de ces plateformes-là, donc par les radios, par les communautés, par les parties prenantes aussi en sécurité alimentaire et égalité de genre, avec l'idée de leur offrir la bonne information pour améliorer leurs connaissances en sécurité alimentaire, les bonnes pratiques agricoles et nutritionnelles, mais aussi en matière d'égalité de genre, et de leur offrir les informations nécessaires pour ensuite susciter des changements en la matière. Donc, on a travaillé avec un grand nombre de stations de radio. Entre autres, on a eu 21 stations de radio partenaires qui ont produit et diffusé plus de 1600 émissions interactives dans le cadre de ce projet-là et qui ont couvert un auditoire de 4,3 millions de personnes avec un taux d'écoute des émissions de 68 %. Et outre ces 21 stations de radio-là, on a aussi collaboré avec un autre 52 stations de radio. Même si on ne les accompagnait pas dans la formation ou la production des émissions, on a partagé avec elles les apprentissages, des ressources. On a discuté avec elles pour leur offrir quand même accès à des outils pour améliorer leur programmation. Et elles, en retour, ont servi plus de 10,5 millions de personnes. Dans le cadre du projet, on a eu la chance de faire une évaluation finale pour voir quel a été l'impact de notre intervention auprès des communautés. On a été très contents de pouvoir constater qu'il y avait eu un impact positif sur la situation de sécurité alimentaire. Donc, par la fin du projet, on a remarqué une diminution de l'insécurité alimentaire de 24 %.
Bon, bien entendu, tous les résultats que je vous parle là, maintenant, ça ne repose pas que sur le pouvoir de la radio, bien que c'est très puissant, ça en est certain, puis on va en parler davantage aujourd'hui. Mais ça vient surtout du travail de collaboration qu'on a fait avec les actrices et les acteurs au niveau local et dans leur lutte contre l'insécurité alimentaire et les inégalités aussi. On a aussi utilisé un indice du renforcement du pouvoir des femmes, donc je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, pour nous aider à mesurer l'écart du pouvoir entre les femmes et les hommes. Et on a remarqué une diminution de l'écart dans le pouvoir des femmes et des hommes qui a diminué cet écart de 25 % à 19 % à l'évaluation finale. De façon générale, les communautés ont aussi mentionné qu'ils percevaient un niveau amélioré de leur sécurité alimentaire et de l'égalité. En fin de projet, on a estimé qu'il y avait 1,3 million de personnes qui avaient appliqué les bonnes pratiques agricoles et nutritionnelles qui avaient été discutées en ondes et aussi 1,5 million de personnes qui avaient appliqué les bonnes pratiques transformatrices en matière de genre. Donc, on parle ici d'un ensemble de plusieurs pratiques là, en lien avec la présence des femmes dans les prises de décision, dans la répartition des tâches au sein du ménage, par exemple, l'utilisation des téléphones. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a pu avoir des résultats de telle envergure? Il y a plusieurs stratégies qui ont été utilisées dans le cadre de ce projet-là qui font l'objet de discussions aujourd'hui. Entre autres, l'utilisation de technologies accessibles à moindre coût. Donc, la radio et la téléphonie mobile, ça nous permet de rejoindre un grand nombre de personnes, ça c'en est certain. Mais il faut des stratégies pour pouvoir appuyer les communautés à les utiliser, mais surtout pour pouvoir en bénéficier. Le projet est aussi grandement axé sur le dialogue. Donc, on a utilisé divers formats radiophoniques, comme le théâtre radiophonique, par exemple, ou magazine, mais chaque émission était conçue de manière à vraiment susciter un dialogue au sein des communautés, à offrir un espace pour des expertes, des experts et les membres des communautés à l'écoute d'interagir les uns avec les autres en ondes. On a aussi travaillé à grande échelle. Donc, vous avez vu tout à l'heure sur la map les zones de couverture pour les 4 pays. Et l'idée, c'était aussi de voir comment est-ce qu'on allait réussir à joindre des millions de personnes avec nos approches. Puis finalement, c'était une approche qui était participative. Donc, pour nous, une grande partie du succès du projet, c'est vraiment qu'on a placé beaucoup d'importance à mettre de l'avant la voix des femmes au niveau de la conception du projet, mais aussi la conception des émissions. De s'assurer que les parties prenantes aussi étaient une partie très essentielle dans le cadre du projet et de s'assurer qu'on puisse amener plusieurs personnes dans le processus en même temps et d'inspirer les uns et les autres. Merci, Caroline, pour ta brillante intervention. Il faut dire que pour un projet qui a duré 5 ans et qui est mis en œuvre dans 4 pays, qui a été mis en œuvre dans 4 pays, 90 minutes ne serait pas assez pour pouvoir dérouler tout le travail que nous avons fait sur le terrain et même les résultats escomptés. Mais ce n'est pas grave. Nous allons parler et pour ceux qui voudront en savoir plus, à la fin, nous allons vous donner les contacts de Radio Rurale Internationale. J'en profite pour souhaiter encore la bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. S'il vous plaît, si vous pouvez, dans le chat, mettez votre nom, le pays, d'où est-ce que vous êtes en train de suivre ce webinaire. Nous allons continuer avec Caroline Monpetit, que j'ai introduit tout à l'heure, parce qu'elle va mener tout de suite une conversation avec 2 femmes fascinantes qui ont contribué activement au projet, notamment en amplifiant la voix des femmes à travers les émissions radio et à l'antenne. Donc, Caroline, je vais garder le suspense et je vais te laisser introduire ces femmes avec lesquelles tu vas mener la discussion. Oui, OK, excellent. Donc, un peu d'introduction sur nos approches en matière d'égalité de genre avant d'échanger avec nos invités. Ce projet-là, à mon avis, a pu quand même démontrer que les technologies, l'information et les communications peuvent être un outil efficace pour remettre en question les inégalités et explorer des nouvelles approches et des nouvelles attitudes en la matière. Mais pour pouvoir y arriver, on a énormément appris en tant qu'organisation sur comment y arriver. Ça nous a demandé de réfléchir puis d'aller un peu plus loin que notre programmation radio, mais de penser aussi à comment on travaille. Donc, pour nous, un des grands apprentissages, c'est la collaboration avec les organisations de femmes
et celles qui sont centrées sur l'égalité de genre. Donc, on a mobilisé environ 41 organisations de femmes avec lesquelles on a travaillé, qui nous ont appuyés pour assurer qu'on ait du contenu juste et efficace. Elles ont pris part aux émissions en tant qu'invitées. Elles nous ont aidés à la conception des émissions, mais aussi on leur a, à elles, offert de la formation sur comment elles pouvaient utiliser aussi la radio interactive dans le cadre de leurs interventions. Donc, essentiellement, comment est-ce qu'on peut être de service pour ces groupes-là. Un autre élément essentiel, c'est la voix des femmes, qui doit vraiment être mis de l'avant. Pour nous, on a utilisé une approche qui s'appelait Sa voix au féminin dans ce cadre de projet-là, qui avait été élaborée et testée ailleurs avant et qu'on a vraiment renforcé et mis à l'échelle dans le cadre de ce projet-ci. Mais dont l'objectif, c'est d'accompagner les femmes à prendre la parole. Donc, ça veut dire leur donner des opportunités, bien entendu, pour interagir, mais aussi de les accompagner dans le processus de l'utilisation de ces technologies-là, de comment parler à la radio pour qu'elles puissent se sentir à l'aise de le faire et de créer des liens avec des groupes dans la communauté pour encadrer ce processus-là. Un autre élément essentiel pour nous, ça a été les renforcements de capacité sur l'égalité des genres. Donc, bien entendu, on offre de la formation dans le cadre de nos interventions régulières auprès de nos partenaires radio. Mais là, ici, on a aussi développé une formation spécifique dédiée à comment assurer la participation des femmes aux émissions et aussi comment parler des enjeux d'égalité de genre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui requiert beaucoup de réflexion de la part des partenaires radio et de pratique et de formation. Et finalement, un élément essentiel dont peut-être on ne parle pas assez souvent, si on veut faire des projets efficaces en matière d'égalité de genre, ça requiert de regarder comment nous, on fonctionne en tant qu'organisation aussi. Donc, c'est ce qu'on parle d'institutionnalisation de l'égalité de genre. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a pu vraiment regarder comment on fonctionne, quelles sont les capacités de notre personnel et de pouvoir aller de l'avant avec des formations et des analyses pour comment est-ce que RRI aborde ces questions-là à l'interne. C'est un projet qui nous a permis d'atteindre des résultats intéressants et avant de discuter avec mes invités et collègues, je vous en présente quelques-uns. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure et on a travaillé avec un indice du renforcement du pouvoir des femmes. Donc, un indice qui rassemblait plusieurs indicateurs pour nous permettre de regarder le niveau de prise de décision des femmes dans le sein du ménage, les attitudes envers la violence basée sur le genre, par exemple, les questions de propriété foncière, la confiance en soi, l'accès aux informations et aux opportunités de s'exprimer. Et on a pu voir une réduction des inégalités. On peut changer de diapo. Une réduction des inégalités de 24%. Donc, ça a été un indicateur pour nous dans un premier temps, ça nous a demandé beaucoup d'efforts pour arriver à créer cet indice-là pour mesurer de manière efficace, mais on était quand même très contents d'avoir des résultats positifs en la matière. On a aussi mesuré les perceptions, les attitudes envers l'égalité des genres. Et à l'étude finale, on a constaté que 53% des répondantes et des répondants avaient répondu au moins 60% de réponses désirées à nos questions, en comparaison avec 36% à l'étude de base. Donc, on remarque aussi une amélioration à ce niveau-là. Et finalement, on a aussi pu remarquer une augmentation significative de la participation des femmes dans les émissions. Donc, au début de projet, on pouvait voir un taux d'interaction des femmes aux émissions d'à peu près 10%. Et puis, vers la fin, on arrivait à 55%. Donc, ça, pour nous, ça a aussi été un indicateur important pour nous pour voir qu'effectivement, si on offre un espace pour les femmes d'utiliser les technologies et si on offre un espace pour avoir un dialogue au niveau communautaire, ça peut vraiment donner des résultats probants. Par contre, il faut comprendre que la fracture numérique basée sur les genres, donc les barrières qui empêchent les femmes d'utiliser et bénéficier des technologies, c'est un défi de taille. Et pour nous en parler aujourd'hui, on a la chance d'avoir Françoise Koulibaly avec nous. Donc, Françoise Koulibaly, c'est une journaliste et une animatrice de radio à la radio Voix de Balé du Burkina Faso et qui est partenaire avec nous depuis maintenant 5 ans. Donc, Françoise, j'espère que tu nous entends bien. Bonjour. Oui, bonjour Caroline. Donc, Françoise, dans le cadre de notre collaboration dans le projet Voix de Femmes,
on visait vraiment d'accompagner les femmes de différentes façons pour s'assurer d'entendre leur voix dans les émissions. Et encore plus quand il était question de sujets sensibles comme les droits des femmes ou la violence basée sur le genre. Donc, j'aimerais vous entendre nous parler de comment est-ce que vous y êtes prise pour le faire. Comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher la voix des femmes? D'accord. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, merci pour cette opportunité qui m'est offerte de partager cette belle expérience que j'ai eu à vivre avec Radio Royale International et particulièrement le projet Voix de femmes afin d'impacter aussi le monde féminin. Ben, c'est tout simple. Lors de la mise en place des émissions, nous avons dû travailler avec des groupes d'écoute communautaire. Et en amont de la mise en place de ces groupes d'écoute communautaire, nous avons dû faire un vrai travail de formule de fond afin de sensibiliser les femmes à côté, bien sûr, sur l'intérêt qu'elles ont à s'exprimer sur ces violences-là qu'elles vivent, elles. Elles sont mieux placées pour en parler et surtout mieux placées pour parler des solutions qu'elles souhaiteraient pour sortir de cela. Et vous savez aussi, avec la femme, lorsqu'on parle de sa progéniture, elle est prête à tout, elle est très sensible. Et nous avons dû leur présenter cet intérêt-là qu'elles ont à s'exprimer vu que cela pourrait avoir, je vais dire, un impact très positif sur leur progéniture parce qu'elles vont contribuer à faire changer les choses. Elles vont contribuer à ce que leurs enfants, leur progéniture ne vivent pas les mêmes violences ou les mêmes difficultés qu'elles vivent aujourd'hui. Voilà un peu comment nous nous sommes pris et sans oublier aussi la participation des hommes. Il fallait les convaincre aussi parce que quoi qu'on dise, en Afrique, c'est un peu plus compliqué. La femme, elle est toujours sous la tutelle d'un homme. Il fallait convaincre l'homme que cela pourrait le soulager. Ça, c'est un des petits problèmes qu'il a à régler à la maison, dans le foyer. Voilà, la femme pourrait apporter concrètement quelque chose à résoudre un tant soit peu les problèmes que lui seul résout au quotidien dans la famille. Voilà un peu comment on s'est débrouillé pour pouvoir emmener les hommes à laisser les femmes à s'exprimer et les femmes aussi à s'exprimer plus facilement, plus aisément sur ces questions-là. Voilà. Mm-hmm. Et je serais curieuse de vous entendre sur comment est-ce que les auditrices, mais les auditeurs en général, ont réagi aux émissions. Parce que là, vous le dites, ce sont des sujets qui sont assez compliqués. C'est vrai qu'il y a des émissions qui étaient sur des sujets peut-être plus typiques, sur des sujets agricoles, mais toujours avec une composante d'analyse de quels sont les impacts et qu'est-ce que ça veut réellement dire pour les femmes. Mais il y a aussi des émissions qui étaient plus sensibles. Donc, comment est-ce que les gens ont réagi? Puis, quand vous vous rendiez sur le terrain et que vous interagissiez avec votre auditoire, qu'est-ce que vous avez peut-être remarqué comme changement? Alors, au départ, ils ont trouvé ça assez osé quand même. Et il faut dire qu'en fonction des thèmes abordés dans les émissions, la participation était assez biaisée. Mais de plus en plus, je pense que je vais dire que ça a été positif. Leur appréciation a été très positive. Ça a été très positif en ce sens que les participations sont allées vraiment de façon crescendo, mais vraiment à la hausse, très positive. Et aussi, je vais dire que l'impact a été détectable sur place, sur le terrain. Parce que je vais aller tout de suite avec une belle histoire à succès que je connais déjà. Madame Koulibaly Ami, qui vit à 5 km de Boromo, qui n'est même pas membre d'un groupe d'écoute communautaire, mais qui nous a approchés, moi particulièrement, qui me dit que voilà, au départ, on a deux thèmes d'émission qui ont impacté vraiment positivement sa vie. C'était la participation, sa contribution au choix des spéculations à cultiver et au choix aussi des spéculations à vendre et la gestion des revenus de cette vente-là. Aujourd'hui, nos deux émissions ont permis à ce qu'aujourd'hui, elle puisse faire d'abord le choix de faire, parce que son mari lui faisait faire un potager dont la récolte était revendue. Mais aujourd'hui, elle a pu avoir le choix de choisir entre
faire de l'élevage de poules que de faire de la maraîchiculture. Voilà, et les revenus aujourd'hui sont plus consistants parce que c'est quelque chose qu'elle aime bien faire. C'est un choix personnel, elle assume et elle fait bien le travail, elle fait mieux le travail. Et deuxièmement, pour le grand champ, les récoltes, la quantité de spéculation à vendre, aujourd'hui, elle est pratiquement celle qui décide. C'est elle qui va les jours de marché à Boromo pour faire la vente. Et aussi, le revenu qu'elle ramène, son mari lui laisse vraiment la latitude de gérer ça comme au mieux qu'elle le peut. Alors voilà un peu pratiquement concrètement l'impact qu'a eu ces émissions-là sur la communauté. Mais je sais que ce n'est pas le seul exemple, il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est celui-là que nous avons pu vraiment, je vais dire, constater. Voilà. Merci. Avec tous les efforts qu'on a déployés pour s'assurer qu'on puisse entendre la voix des femmes en ondes, est-ce que vous pouvez nous partager un peu à quoi ça ressemblait quand elles appelaient ou quand elles répondaient aux sondages, quand elles prenaient part aux émissions? Qu'est-ce qu'elles nous disaient, les femmes? Alors déjà, elles appréciaient l'opportunité qu'on leur donnait de s'exprimer. Et puis, c'était vraiment vrai. Elles restaient vraies parce que souvent, lorsque vous parlez aux femmes, elles sont un peu regardantes sur les mots et tout. Mais là, elles étaient vraiment crues sur les mots qu'elles utilisaient parce que c'est vrai qu'après, elles se présentaient, mais là, c'est derrière le microphone, c'est derrière le téléphone. Bon, on parle plus aisément, on dit ce qu'on pense vraiment. Voilà, c'était un peu comme ça. Et cela nous permettait aussi d'orienter vraiment comment faire notre émission parce que nous avons déjà conscience de leurs besoins et nous traitons de façon vraiment aisée et surtout à ce qu'elles aient leur compte dans l'information qu'on leur donne. Mm-hmm. Oui. Et pour vous, Françoise, en tant que femme de la radio, je veux dire, on ne se le cachera pas, on sait que c'est encore un peu trop rare au Burkina Faso et en Afrique subsaharienne en général d'entendre des femmes à la radio. Donc, comment est-ce que ce projet-là a changé votre façon à vous, mais aussi celle de votre radio, à travailler au service des femmes? Alors, avant les émissions de Voix de femmes, je faisais beaucoup plus d'animation que de reportages et tout. Ça, c'est un. Et la venue de ces émissions de Voix de femmes, je peux dire que ça a été l'occasion vraiment, la belle et la vraie occasion pour moi de m'exprimer. Et ça fait que c'était sur des sujets qui avaient attrait à des femmes. Je me sentais concernée, ça c'est un. Et ça m'a vraiment beaucoup motivée. Ça m'a beaucoup motivée. Ça m'a permis de traiter avec passion parce que je me reconnaissais un peu dans ce sujet-là. Vu qu'à la radio, j'étais pratiquement la seule femme. Et Dieu seul sait combien je rencontrais de difficultés. Voilà, que ce soit des difficultés vraiment ouvertes ou que ce soit moi-même qui me faisais des films. Il y avait plein de difficultés. Mais ces émissions m'ont vraiment motivée à sortir de ma coquille, à m'exprimer au vrai sens du terme. Voilà. Et aujourd'hui, le fait de m'exprimer comme ça, un peu, je ne dis pas que les hommes de la radio ils traînent les pieds, ils sont moribonds, ils ont leurs résultats, mais je sais qu'aujourd'hui, mon directeur, par exemple, sait que je suis productive. La femme, en général, peut être productive quand elle veut et quand elle est motivée. Et ça aussi fait exprimer le besoin d'entendre une autre voix encore féminine, plus de voix féminines à la radio. Parce que, quoi qu'on dise, le traitement des sujets, lorsque c'est une femme, un regard féminin, un regard masculin, ce n'est pas vraiment la même chose. Et ça permet aujourd'hui qu'on soit deux à la radio, aujourd'hui deux femmes à la radio. Et je pense que c'est un bon départ. Je pense que c'est à mettre aussi un peu à l'actif de Voix de femmes. Alors, merci beaucoup, Françoise. Je t'en prie, Gal. Et aujourd'hui, on a aussi avec nous Alimata Konaté. Donc, Alimata, c'est notre chef d'équipe des innovations numériques.
Elle aussi, elle est basée au Burkina Faso et j'ai la chance de collaborer avec elle depuis plusieurs années, entre autres sur la mise en œuvre du projet Voix de femmes à grande échelle. Et Alima, elle est aussi notre point focal en égalité des genres au Burkina. Puis elle a contribué activement à adapter nos approches innovantes aux besoins des femmes. Donc, bonjour Alima. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Donc, Alima, l'idée avec les plateformes d'information et de communication qu'on a mis en place, c'est pas juste de donner accès à des informations, mais comme on en parlait un peu avec Françoise, c'est de servir d'espace pour que les femmes puissent s'exprimer. Puis on sait que c'est une chose de dire, on veut que les femmes participent aux émissions, mais c'en est une autre de s'assurer qu'elles peuvent vraiment le faire et de saisir cette occasion-là, finalement. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'exemples des défis auxquels les femmes font face quand elles veulent utiliser les technologies, puis qu'est-ce que vous avez fait pour les accompagner et les soutenir? D'accord, merci. Alors, dans le cadre du projet Voix des femmes, nous avons utilisé nos solutions d'innovation numérique. On avait beaucoup d'approches et puis il y a la plateforme Elisa qui servait, qui permettait de faire des sondages interactifs au niveau des communautés. Ça nous permettait de collecter des données et tout. Mais pour pouvoir utiliser cette plateforme, il faut savoir manipuler les téléphones. Donc, nous avons constaté au début des émissions que le taux de participation des femmes était pratiquement inexistant. C'était extrêmement faible. Et nous avons mené une réflexion, travaillé avec les radios, approché même les groupes d'écoute des femmes, discuter avec elles, relever les défis et voir sur quelles mesures nous pouvons travailler à améliorer ça. Entre autres, les défis que nous avons notés, c'était il y a la question des manipulations des outils, il y a l'accès même à l'outil. Voilà, ça, c'était un défi. Les femmes qui n'ont pas accès, depuis nous avons travaillé, par exemple, en donnant des idées, elles peuvent utiliser le téléphone de leur mari ou d'une personne participer. Il y a également l'utilisation des postes radio et l'interaction avec les serveurs vocaux même. Voilà. Donc, ces défis faisaient que nous n'arrivions pas à avoir beaucoup d'interactions sur la plateforme Elisa des femmes. C'était à 90% des hommes. Et quand nous avons commencé à travailler sur ces défis-là, nous avons développé des approches. Une des approches qui est l'ambassadrice Elisa, qui était un jeu pour motiver, puisque parmi les défis, il y avait la confiance en soi pour manipuler les téléphones, pour s'exprimer. Donc, dans ce jeu-là, on encourageait les femmes à se lancer, à participer, à écouter les émissions et à la fin de la série d'une émission, elles pouvaient être gagnantes et on a une ambassadrice qui va passer à Londres, qui va encourager d'autres femmes. Et également, il y avait les promos quand nous avons réalisé des sketchs en mettant des femmes à l'avant pour montrer à d'autres femmes qu'elles peuvent, pour qu'elles se sentent en confiance, pour qu'elles puissent pouvoir interagir avec les serveurs. L'un des défis quand les femmes ont commencé à s'intéresser à la participation, et on avait constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu. Donc, à ce niveau aussi, on a essayé de diagnostiquer pour voir qu'est-ce qui ne fait pas. Il est ressorti, par exemple, que les femmes qui disposent des smartphones, par exemple, elles n'ont pas, par exemple, n'arrivent pas à faire afficher les numéros pendant l'appel. Donc, nous avons intégré des éléments également dans nos sketchs et promos pour pallier à ces problèmes-là. Et l'un des défis sérieux auxquels nous avons fait face au niveau de nos communautés, il y a la question d'analphabétisme. Les femmes, la plupart des femmes, la grande majorité des femmes dans nos communautés n'ont pas eu la chance d'être instruites. Donc, personnellement, je n'avais jamais pensé à l'idée que ça pouvait être un problème pour composer un numéro. Donc, c'est lors d'une séance avec une station radio au niveau groupe que ces défis-là, quand on a demandé de faire un test, on a juste vu que les femmes faisaient sortir les bouts de papier dans leur portefeuille pour pouvoir composer. Après, quand j'ai demandé, c'est là où on m'a expliqué, en réalité, elles ne connaissent pas les chiffres. Elles ont les téléphones, mais ne savent pas comment composer les numéros Elisa. Donc, il y a un monsieur dans la communauté qui a eu l'idée de
d'écrire les numéros ULISA sur des bouts de papier, partagés aux femmes du groupe d'écoute. Et bon, d'autres femmes aussi se sont inspirées. Elles ont les bouts de papier dans leur portefeuille, porte-monnaie. Et quand c'est le moment de participer, elles regardaient les bouts de papier, quel est les dessins, par exemple, si le numéro est 70, 20, 20, ils vont regarder les 7 et aller regarder sur le téléphone, ça correspond à quel chiffre. C'est ainsi qu'elles arrivaient à pouvoir composer. Mais une fois qu'on a travaillé sur ces défis, qu'est-ce que nous avons constaté? La voix, elles se sentaient plus à l'aise parce qu'elles avaient confiance avec l'utilisation pour l'interagir avec l'ISA. Donc, ça les permettait maintenant de faire remonter les défis propres aux femmes, donner les perceptions. On faisait des sondages, des collectes de données pour relever les défis, les préoccupations, et ces données permettaient aux radios de produire des émissions sexo-spécifiques et également de prendre en compte les besoins, les thèmes, les sujets, les enjeux vraiment des gens en matière de communication pour les émissions. Oui. C'est très intéressant d'entendre aussi comment les communautés se sont mobilisées pour accompagner les femmes. Cet exemple-là de mettre le numéro de téléphone sur un bout de papier, c'est peut-être quelque chose auquel on n'aurait pas pensé au début. Mais comme quoi, si on veut que les femmes puissent participer, il faut vraiment aller regarder à la base qu'est-ce qui les empêche de le faire. Donc, très intéressant. Halima, toi, tu es une femme déjà spécialisée dans les technologies. Il n'y en a pas beaucoup. Et je sais que tu es passée au travers de beaucoup de défis aussi dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux organisations de développement sur comment est-ce qu'on peut tous travailler ensemble pour réduire la fracture numérique basée sur les genres? Quels sont les apprentissages clés, par exemple, que tu aimerais nous partager? Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de facteurs empêchant les femmes de participer pleinement à la société numérique. Et la plupart sont basés sur des stéréotypes et des idées préconçues. Et si on prend notre expérience sur Voix des femmes, comment nous avons procédé, au début, on n'avait pas conscience de beaucoup de choses. Mais quand on a approché, on a adopté des approches inclusives, on a développé des stratégies, nous sommes allés vers les femmes, nous avons développé des stratégies pour les amener, pour les inciter à participer, par exemple, pour briser les barrières, ainsi de suite. Même les contraintes financières, nous n'avons pas pensé, par exemple, que c'était difficile pour une femme d'avoir des ressources financières pour pouvoir recharger le téléphone et appeler. Donc, en prenant en compte ces éléments, par exemple, ça nous a permis de réajuster notre approche, notre façon de mentir. Donc, je pense que pour vraiment l'éthique, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité, ça peut beaucoup contribuer à l'égalité des gens et surtout sur les questions de fracture numérique aujourd'hui parce qu'ils sont aujourd'hui incontournables et c'est la plupart des les causes pour lesquelles, par exemple, les femmes ont du mal à l'adopter, c'est parce qu'on a l'analphabétisme, le manque de confiance, l'intérêt, les stéréotypes. Si les organisations travaillent sur ces éléments, si elles s'approchent des communautés, collecter des données sur les défis réels, les préoccupations réelles, pourquoi c'est comme ça, et développer des stratégies qui s'adaptent parce qu'à chaque communauté, ses réalités, et ça nous permet, par exemple, de pouvoir relever ces défis. Pour moi, pour que nous puissions arriver au bout de ces défis, il est vraiment important qu'il y ait une approche inclusive, qu'on travaille sur les barrières qui empêchent les femmes à adopter les solutions numériques et surtout l'accès même à ces outils-là. Voilà. Donc, les encourager et motiver, par exemple, les plus jeunes à avoir plus de confiance et surtout partager l'histoire des femmes qui ont pu réussir dans ces domaines-là.
même dans le cas des émissions, ça nous a aidé quand nous parlons de l'ambassadrice Elisa. La femme qui est désignée l'ambassadrice Elisa, elle motive d'autres femmes à pouvoir faire parce qu'elle voit, elle arrive à les faire, à les suivre. Il y a également les bonnes pratiques, même les histoires à succès des femmes qui ont pu réussir à travers ces outils-là. Quand on partage, ça motive. On a eu beaucoup de cas d'exemples de ces gens pendant la mise en œuvre du projet, qui nous a montré à quel point, quand on les approche, quand on essaie d'échanger, on les met en confiance, on arrive à relever beaucoup de défis. La preuve est qu'au départ, où on était à environ 10% de participation des femmes, vers la fin du projet, il y a des stations radio qui avaient plus de participation de femmes que d'hommes. Oui, il y a des stations radio et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Également, les contenus des femmes étaient vraiment riches d'informations. Il y a beaucoup de sujets tabous qu'elle arrivait à parler, à aborder à travers la plateforme parce que c'est pas gré à gré et également parce que la plateforme numérique leur donnait une certaine sécurité, elle n'était pas exposée. Donc, tous ces éléments, la prise en compte de ces défis, la prise en compte de leurs besoins, ça a permis de contribuer. Donc, pour moi, les organisations devraient travailler beaucoup plus à relever, à adopter des approches inclusives et à mettre en œuvre des mesures incitatives et faire la promotion des femmes, des modèles féminins et même offrir des formations. Nous avons eu l'opportunité de faire ça également, offrir des formations aux groupes de femmes et entre elles-mêmes, après, elles se forment sur les questions de numérique. Donc ça, c'est vraiment le domaine communautaire, le domaine des communautés rurales, les femmes là. Et aujourd'hui, on voit que quand il y a cet accompagnement-là, il y a un changement. Il y a des femmes qui arrivent à vendre à travers les téléphones, sur des plateformes, à vendre les denrées et tout. Voilà, donc, OK. Doucement, alors. Oui, c'était une belle expérience, voir des femmes. Ça a changé mon regard sur l'accès sur la fracture numérique et également sur comment, avec des petites actions, nous pouvons faire beaucoup. Nous pouvons renforcer la confiance des femmes à utiliser le numérique et encourager d'autres femmes surtout. Moi, par exemple, étant chargée dans la mise en œuvre de projets, quand je m'approchais des femmes, c'était plus facile pour moi de faire des formations et autres. Ça les inspire, ça les met plus en confiance. Elles arrivent facilement. Ça pouvait être différent si c'était avec un autre homme, avec des hommes qui faisaient ces formations-là. Donc, quand on arrive à mettre... excusez-moi, je suis un peu perdue dans mes idées. Il y a beaucoup d'informations en même temps sur ces thèmes-là et que ça me passionne. Et du coup, oui, j'allais dire, on voit la passion. Bon. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Merci beaucoup, Alima. Donc, je pense que grâce à Françoise et toi, Alima, ça nous a vraiment bien démontré l'importance de se centrer aussi sur le processus et comment on doit accompagner les femmes, parce que ce n'est pas aussi simple de dire « voilà l'opportunité de s'exprimer ». Je pense que vous avez bien pu articuler comment on doit s'y prendre pour les accompagner dans ce processus-là. Merci beaucoup. Merci Caroline, merci Alimata, merci Françoise Koulibaly pour ces interventions tellement inspirantes. Il faut dire que dans notre travail au quotidien, nous gérons les thèmes, ou alors nous développons des projets qui ont des thèmes liés au genre, l'inclusion et l'égalité. Et l'un de nos soucis majeurs également lorsque nous travaillons dans le cadre de nos projets, c'est de nous rassurer de la durabilité. Donc, pour cela, je vais encore inviter Caroline pour une autre discussion avec, cette fois-ci, 2 collègues de Radio Rurale Internationale
pour nous entretenir sur les différentes stratégies mises en place au niveau pays. Et il faut dire que nous travaillons dans les pays francophones et les pays anglophones. Et à la fin de la discussion avec ses deux collègues, Caroline aura également une petite discussion avec le chef des services spécialisés de Radio Rurale Internationale, Adenka Onika. Donc, je vous prie, chers participants, de continuer de suivre ce webinaire avec la même attention qu'au début. Et comme je le disais, vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat ou alors dans la fenêtre questions-réponses. Nous avons déjà beaucoup de questions qui viennent du Mali, du Rwanda, de Vancouver, et nous prendrons la peine d'ici la fin de cette intervention de Caroline et de ses collègues de répondre à toutes vos questions. Donc, Caroline, je te passe encore une fois de plus la parole. OK, merci beaucoup. Oui, effectivement, la question de durabilité, c'est une grande question pour nous parce qu'on veut savoir comment est-ce que maintenant tous les acquis dont on vient de discuter, les plateformes de communication et d'information qui permettent aux femmes de s'exprimer, qui répondent à leurs besoins et aux besoins des communautés marginalisées en général, comment on fait maintenant pour s'assurer que ça peut durer dans le temps et que ça ne s'arrête pas après la fin d'un financement d'un projet, par exemple. Donc, on s'est beaucoup attardé à comprendre comment est-ce qu'on pouvait s'y prendre pour le faire. Et notre stratégie se basait vraiment sur l'idée que des offres d'émissions radiophoniques interactives, agricoles de qualité et qui favorisent l'égalité des genres a réellement une valeur tangible pour les parties prenantes. En agriculture, les parties prenantes en égalité des genres pour les communautés elles-mêmes. Et maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend pour aller susciter l'investissement en termes de temps, en termes d'argent, bien entendu, en termes de contenu aussi, pour maintenir les plateformes. Donc, on a travaillé sur 3 aspects de la durabilité. Dans un premier temps, la durabilité sociale, hein, donc vraiment s'assurer qu'on réponde réellement aux besoins des communautés, d'investir envers notre auditoire pour que ces émissions-là leur soient réellement utiles, pour les femmes aussi. Et en retour, ces communautés-là, ensuite, elles écoutent les émissions, elles sont fidèles au poste et participent aux émissions. Donc ça, c'est un des aspects très importants de la durabilité. Le deuxième, c'est la durabilité qu'on appelait institutionnelle, donc c'est-à-dire le leadership des parties prenantes locales. Et par parties prenantes, je veux aussi dire les stations de radio. Donc, en investissant dans des stations de radio locales qui sont équipées, outillées à faire de bonnes émissions agricoles et à parler de l'égalité des genres, c'est très important pour ensuite s'assurer que ces acteurs-là ensuite puissent continuer leur travail et à collaborer avec les parties prenantes en sécurité alimentaire et égalité de genre. Et finalement, on vise à susciter aussi la durabilité financière. Donc, que les partenaires, les actrices et les acteurs locaux investissent dans ces plateformes-là, financièrement aussi, soit les parties prenantes privées, publiques, autres ONG aussi. Donc, on a vraiment travaillé sur cette approche-là. Et essentiellement, ce qu'on a fini par découvrir, c'est que, oui, on a pu mettre en place ce concept-là de plateforme radiophonique interactive qui était alimentée financièrement et en termes de contenu par les parties prenantes locales. Pour y arriver, on peut voir qu'il fallait investir pour créer l'environnement favorable pour le faire. Donc, on a travaillé avec plus de 352 parties prenantes qui ont vraiment fait partie intégrante du processus. Comme je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, ils ont travaillé à nous faire bénéficier de leurs connaissances, de leur contenu. Ils ont pris part aux émissions et ils nous ont accompagnés aussi par divers groupes comme des cadres de concertation pour s'assurer que ce soit toujours en train de répondre aux besoins des communautés et harmoniser avec leurs interventions. On a beaucoup travaillé, évidemment, au renforcement de capacité des stations de radio. Donc, en fin de projet, on a encore 17 stations de radio qui se sont engagées à continuer la programmation de qualité sur laquelle on avait travaillé. On a vraiment un auditoire qui est fidèle, donc on a vu un investissement important de leur temps. Ils écoutent les émissions. On a eu des taux d'écoute des émissions à peu près 68%, qui est quand même assez élevé. Ils ont participé en très grand nombre aux émissions aussi. Et on a réussi à trouver un format radiophonique qu'on appelait le magazine Feuille verte, donc à l'image de notre logo. Et puis mes collègues vont nous en parler un petit peu plus dans quelques instants, qui a été fortement apprécié et qui a, oui, réussi à susciter du financement de la part de d'autres acteurs. Donc pour nous, ça a été une réussite à ce niveau-là.
mais quelque chose de peut-être pas aussi facile parce que ça nous a vraiment demandé d'aller plus loin que nos activités de projet régulières et d'aller chercher, de susciter ces investissements-là. Donc, je vais maintenant m'exprimer en anglais pour échanger avec ma collègue Rosamond. So one of our guests today is my colleague Rosamond Ohene. Donc, je vais inviter à ce titre une collègue du Ghana et qui a vraiment joué un rôle très particulier en ce qui a trait à l'élaboration et développement de partenariats clés. Donc, merci beaucoup, Caroline. Bonjour. Rosamond, comment est-ce que vous avez travaillé à vraiment mobiliser les parties prenantes qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce projet-là? Merci d'avoir donné quelques explications à ce qui a trait à ce partenariat que nous avons eu avec les différentes parties prenantes. Au Ghana, depuis quelque temps, nous avons eu quelques projets sur lesquels nous avons travaillé. Et pour les émissions produites dans le cadre de ces projets, et nous avons remarqué que grâce à certaines stratégies développées, les parties prenantes et particulièrement les radios partenaires ont pu, même après la fin des projets, poursuivre la diffusion des émissions qu'elles avaient produites dans le cadre de ces projets-là. Et pourquoi cela a été possible? Cela a été possible au regard du type de relations que nous avions développées avec les parties prenantes comme le ministère de l'Agriculture. Nous avons également travaillé avec certaines universités. Il y a également des entreprises agricoles qui nous ont accompagnés. Et tout cela a permis d'enrichir les contenus que nous avons élaborés avec les partenaires radio. Et je pense que sans la collaboration de ces parties prenantes-là, le succès enregistré avec les partenaires radio n'aurait pas été possible. Je peux vous assurer que ce partenariat avec ces parties prenantes-là se poursuit. Nous avons également collaboré avec des organisations paysannes et dans le cadre de cette collaboration avec les parties prenantes, je pense qu'il y a également une relation de travail avec certaines institutions municipales et qui interviennent beaucoup dans le domaine agricole. Et lorsque vous allez auprès de certaines communautés qui sont en relation avec ces institutions municipales-là, vous avez la possibilité de travailler très étroitement avec elles parce qu'elles ont déjà à leur côté des institutions qui leur fournissent beaucoup d'informations et la communication est plus facile. Notre collaboration à leur niveau consiste surtout à voir comment renforcer l'intégration et la prise en compte des aspects des questions genre dans la production des émissions, surtout en ce qui a trait aux stations de radio qui interviennent dans leur région. Également, voir comment aider ces stations de radio-là à faire une évaluation propre de l'intégration, la prise en compte des questions de genre. Donc, notre apport et notre accompagnement se situe surtout au niveau de l'auto-évaluation de ces stations de radio en ce qui a trait à ces différents éléments-là. Après avoir travaillé avec les stations de radio locales et les communautés rurales elles-mêmes, quelles sont les leçons fondamentales que vous avez apprises auprès de ces parties prenantes-là en ce qui a trait au rôle de la radio interactive dans leur travail?
je voudrais mentionner ici que pour la radio interactive, je crois que cela a été un plus parce que les uns et les autres ont vu comment est-ce qu'elle pouvait être un plus parce que les femmes ont réalisé qu'elles pouvaient apprendre davantage en ce qui a trait à l'aspect interactif que cela apportait. Et j'aimerais surtout mentionner l'exemple de ce qui s'est passé dans la région de Bono East. Peut-être que je ne pourrais pas mentionner tous les détails de l'histoire vécue dans cette région. Et pour la plateforme que nous avions mis à ce niveau-là, dans cette région-là, cette plateforme a été utilisée pour permettre aux membres de cette communauté-là de pouvoir partager des informations. Nous avions, dans le cadre de l'utilisation de cette formation-là, effectué une formation en ligne pour les stations de radio. Et pour les radios de stations qui ont bénéficié de cette formation, et ils ont pu voir comment renforcer la participation des différents membres de leurs auditoires. Et ceux qui ont pris part ont vu comment aller chercher une plus grande participation de certains groupes d'auditoires et également comment assurer une plus grande interaction de qualité. Cela pouvait se faire en faisant appel, en mobilisant des groupes de parties prenantes particulières qui pouvaient répondre aux besoins des membres des groupes d'écoute, par exemple, qui avaient des besoins particuliers. Surtout lorsqu'il s'agissait de projets, par exemple, qui avaient trait à la communication. En ce qui a trait au niveau des communautés qui ont pu écouter certaines émissions qui avaient été diffusées par certaines stations de radio, certains groupes comme par exemple les groupes de paysans ont pu affirmer que leurs ventes avaient été améliorées grâce aux pratiques qu'ils avaient entendues au cours des écoutes de certaines émissions. Merci beaucoup, Rosemont, pour ces exemples cités. Donc, je pense qu'au Ghana également, vous avez pu obtenir un soutien financier particulier pour appuyer cette plateforme de radio interactive. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Et donc, au début, nous étions en train de voir comment nous allions pouvoir vraiment assurer une bonne mise en œuvre de cette plateforme-là. À cet effet, qu'est-ce que nous avons eu comme idée? C'était de voir comment élaborer un plan d'affaires pour accompagner la mise en œuvre de cette plateforme. Comment essayer de susciter un intérêt au niveau des groupes ou des organisations paysannes. Ce que nous avons ciblé comme groupe, c'était surtout les entreprises agricoles. Et nous sommes allés à leur niveau et nous leur avons présenté ce modèle d'affaires et nous leur avons indiqué quel intérêt ils avaient à se joindre à nous en utilisant ces plateformes-là. Et par la suite, nous sommes allés auprès de certaines ONG de communication pour leur demander leur accompagnement. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense que cette plateforme a été vraiment une opportunité pour nous de voir comment nous pourrions aller solliciter un appui de la part de certaines entreprises au niveau privé pour nous accompagner.
Et grâce à certaines contributions financières que nous avons obtenues dans le cadre de la mise en œuvre de ces plateformes-là, je pense que nous avons pu tirer des leçons. Et tout cela nous donne confiance que même après la fin du projet, nous pouvons continuer à exploiter ces opportunités-là. Il est peut-être probable que nous n'ayons pas la possibilité de toujours obtenir des montants consistants, mais lorsque vous avez déjà un premier contact avec certains de ces partenaires-là, vous pouvez toujours les relancer pour un certain accompagnement. Je crois que ces expériences vécues nous ont démontré que, par exemple, les agriculteurs et même certaines autres entreprises ont apprécié le fait de pouvoir s'exprimer au travers des émissions et de pouvoir obtenir des réponses à leurs besoins. Et en tant qu'ONG, nous pouvons déclarer ici et affirmer qu'il est possible d'obtenir des revenus avec ce type d'outils et de plateformes-là. Donc, je vais m'exprimer en français maintenant. OK. Donc, ces contributions de Rosamond nous aident vraiment à comprendre tous les différents morceaux de la durabilité sur lesquels on a travaillé. Et on a aussi avec nous aujourd'hui Maimouna Niadjefane, avec qui on a mis en œuvre ce projet-là au Mali. Elle est la chargée des métiers radiophoniques au Mali. Donc, ça veut dire qu'elle accompagne directement nos stations de radio partenaires sur place et interagit avec eux sur une base quotidienne. Donc, bonjour Maimouna. J'entends pas Maimouna. Est-ce que les autres l'entendent? Est-ce que c'est juste moi? Non, à mon niveau, je ne sais pas. Son micro est bien ouvert. Oui, je vois que son micro est ouvert. Maimouna, est-ce que tu as choisi une salle d'interprétation? J'entends pas. OK. Donc, ce que je propose, on va continuer la discussion avec mon collègue Adeyanka et entre-temps, on va essayer de voir ce qui se passe avec le micro de Maimouna en espérant pouvoir entendre sa voix dans quelques instants. Donc, je retourne en anglais. Désolée pour mes collègues traductrices. Hi, Adeyanka. Bonjour, Adeyanka. Est-ce que vous m'entendez bien? Adeyanka, vous êtes arrivé récemment à RRI et vous êtes le responsable des services spécialisés et vous appuyez notre équipe pour voir comment nous pouvons trouver des approches en matière de communication pour le développement et faire en sorte que ces approches soient durables. Comment est-ce que vous pensez que nous pouvons vraiment planter le décor pour que les types d'interventions que nous mettons en œuvre puissent être durables, non seulement pour nous, mais pour d'autres qui interviennent dans le secteur? Donc, je crois que notre domaine, c'est vraiment que nous essayons de voir comment appuyer les agriculteurs familiaux. Et selon la perspective de RRI, nous essayons de travailler dans 3 domaines. Donc, il s'agit de l'aspect institutionnel, financier et surtout également au niveau communication. Donc, ce que nous voulons vraiment, c'est que ceux que nous servons puissent tirer vraiment profit des émissions que nous proposons.
et nous assurer que ces émissions répondent véritablement à leurs besoins. Et tout cela aussi bien au niveau du domaine privé, mais également au niveau du domaine des organisations internationales. Donc, comme l'a mentionné notre dernière intervenante, il est important que nous puissions assurer que même après la fin d'un projet, les émissions puissent se poursuivre et que nous puissions continuer à répondre aux besoins des auditeurs et des auditrices. Donc, bien au-delà de la durée d'un projet, l'idée de mettre en place des plateformes, c'est que cela puisse permettre aux différents bénéficiaires, aux différentes parties prenantes qui nous ont accompagnés dans le cadre des projets, de pouvoir poursuivre leur communication, leurs relations. Comme nous l'avons entendu au Ghana, les stations de radio et les parties prenantes peuvent, même en dehors du projet, poursuivre leurs relations. Et également, cela peut être le moyen pour les stations de radio de continuer à générer des revenus et de s'approprier ces éléments sur lesquels ils interviennent. Merci beaucoup, Adeyinka. Nous allons voir si nous pouvons rejoindre Maïmouna maintenant. Maïmouna, est-ce que tu nous reçois bien? Est-ce que Maïmouna nous reçoit bien maintenant? Oui, je vous reçois. OK. Yeah! Excellent. Alors, rebonjour Maïmouna. Bonjour Caroline. Donc, on a parlé un peu de comment le travail de durabilité s'est manifesté au Ghana. Puis, Adeyinka nous a parlé de l'approche à RRI en général et de ce qu'on essaie d'accomplir ensemble. Mais au Mali aussi, vous avez pu obtenir des résultats intéressants pour accompagner la mobilisation de financement pour nos partenaires radio pour des bonnes émissions au service des femmes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la collaboration à votre niveau avec les parties prenantes? OK. Merci bien, Caroline. Pour moi, le projet VDF a été une réussite totale grâce à l'implication sans faille de toutes nos parties prenantes. Je vais commencer par cette belle histoire à succès, survenue dès la première série, grâce aux résultats remarquables et palpables observés dans nos communautés cibles. L'histoire à succès concerne le centre de santé communautaire de Yanfolila, qui a financé des émissions sur les bonnes pratiques nutritionnelles chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les personnes âgées, entre deux séries d'émissions, à savoir la série 1 et la série 2. En constatant une grande diminution des carences en vitamines chez ces patients, notamment les femmes enceintes et les personnes âgées, le chef du centre de santé communautaire, par curiosité, a demandé aux femmes enceintes leurs secrets pour être en meilleure santé durant leur grossesse. Ces femmes lui ont mentionné écouter une série d'émissions sur les bonnes pratiques nutritionnelles produites par la radio Wassoulou, l'une de nos radios partenaires. Il a vraiment été émerveillé par les thématiques qui allaient de la promotion des aliments nutritifs aux aliments de substitution selon les saisons et aussi à la préparation des plats équilibrés et nutritifs pour les 3 couches avec nos produits locaux qui sont disponibles dans nos maisons. Il s'est déplacé personnellement à la radio pour sceller le partenariat et financer une série de 6 émissions soldées par une émission de préparation culinaire de la bouillie améliorée en présence de la communauté et des notabilités de Yanfolila. Vous savez, grâce au comité de pilotage et les 2 cadres de concertation dans la région de Ségou et Sikasso mis en place, il y a une grande synergie des services techniques gouvernementaux, des associations de défense des droits humains, comme l'Association malienne des droits humains, et aussi l'Association des femmes, comme l'Association professionnelle des femmes rurales et la coordination des associations et ONG féminines du Mali durant la mise en œuvre du projet. D'abord, dès les premiers ensembles du projet, nous avons eu l'accompagnement sans faille de l'Association professionnelle des femmes rurales à Sikasso et aussi à Ségou, à tous les niveaux de la mise en œuvre. La contribution d'abord dans la mobilisation des autres partenaires,
des groupes d'écoute communautaires femmes, la conception des séries en termes de personnes et ressources en direct dans les émissions et aussi lors de nos activités de suivi et évaluation du projet. Dans le cadre du projet VDF, cette association à Sikasso a initié une séance de formation de 2 jours sur les techniques de biopesticides sur fonds propres à l'endroit de 34 membres de son association venant de tous les cercles de la région. Il s'agissait de former ces femmes sur 3 points. D'abord, les matières locales qui rentrent dans les préparations des biopesticides, les techniques de combinaison de ces matières, ainsi que les techniques d'application des biopesticides. La coordination des associations ONG féminines du Mali, la CAFO, nous a beaucoup appuyé durant le projet en termes de personnes et ressources avec notre approche savoir au féminin, qui donne l'antenne aux femmes pendant 10 minutes afin de donner leur opinion et partager leurs expériences avec d'autres femmes et aussi même des hommes d'autres communautés sur les problématiques qui les touchent en lien avec le thème de la semaine. Nous avons aussi l'accompagnement du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille au niveau de chaque localité. Cet accompagnement était vraiment au-delà de nos attentes, car en plus de nos différentes activités de suivi et évaluation, la production de nos émissions en termes de personnes et ressources fiables au niveau des informations clés, les directeurs et directrices de la division autonomisation des femmes de Sikasso et Ségou donnaient à chaque atelier de conception des séries une formation aux participants et participantes sur les concepts genre, la division sexuelle du travail, les genres sexo spécifiques et transformateurs. Cela a permis à beaucoup de membres de nos groupes d'écoute communautaires, femmes, hommes et les jeunes, et d'autres services techniques d'acquérir ces notions. Nous avons également beaucoup collaboré avec les divisions régionaux du ministère malien des domaines et du cadastre et les directions du ministère de la Justice sur la conception et la production des émissions sur la propriété foncière et les droits des femmes, toujours appuyé par les autres parties prenantes, à savoir l'Association professionnelle des femmes rurales, la coordination des associations ONG féminines du Mali et l'Association malienne des droits humains. Je ne pourrais vraiment pas parler de partenaires sans mentionner l'apport des directions régionales de l'agriculture et la Chambre de l'agriculture de Sikasso et Ségou, qui ont vraiment été remarquables durant les 5 ans du projet, en nous donnant des informations clés de qualité adaptées aux besoins de nos communautés, surtout les femmes, avec la série sur le maraîchage et les semences améliorées. Notons que pour bien mener cette mission, RRI aussi a donné en amont une formation sur la radio interactive à l'ensemble de ses partenaires techniques, avec des notions sur comment être un bon invité à l'antenne, comment aussi répondre de façon adaptée aux besoins de la communauté durant une émission radiophonique. Donc, je termine ce chapitre en remerciant l'ensemble de ses partenaires pour l'accompagnement sans faille durant ces 5 ans. Merci, Maïmouna. Je pense que ce qu'on entend, ça démontre bien le processus collaboratif et participatif que ça nous demande pour pouvoir produire des émissions qui répondent réellement aux besoins des communautés et en même temps qui sont d'utilité pour les parties prenantes locales. Parce que l'objectif, c'est de leur offrir accès finalement à un outil qui leur permette d'amplifier leurs approches. Et finalement, ce qu'on demandait aux stations de radio, c'était de travailler un peu différemment de ce qu'elles avaient l'habitude de dire. Peut-être brièvement, avant qu'on doit aller à la période de questions, Maïmouna, comment est-ce que les radios ont intégré ces nouvelles connaissances-là? Qu'est-ce qui a changé au niveau de leur façon de faire de la programmation radio? OK. Merci, Caroline. Je dirais que VDF a été une réussite, bien évidemment, grâce à l'immense effort mis en place par RRI et les partenaires techniques, mais surtout grâce à nos radios partenaires. Avec VDF, nous avons sorti la cartographie de nos 7 radios avec des données fiables sur leur couverture et aussi nous avons donné à chacune de ces radios des formations en station au début de chaque série, soit un total de 6 semaines sur la production d'émissions interactives avec le format magazine selon nos normes de qualité. Ces facteurs ont permis d'énormes changements positifs au sein de ces stations après le projet. D'abord, toutes les 7 radios ont constaté une croissance de leur auditoire et de leur notoriété dans leur localité par rapport aux autres stations. Cela les a amenés à collaborer avec d'autres bailleurs de fonds, car les données de cartographie est une garantie pour ces structures dans l'atteinte de leur cible. Donc,
La formation aussi était élargie à d'autres personnels de la radio en dehors des équipes de production. Cela a été un réel acquis pour les directeurs et directrices de ces stations qui ont toujours fait part de leur volonté d'avoir l'ensemble de leur personnel formé avec des approches innovantes en matière de radio. Donc, nous avons actuellement 5 sur 7 radios qui produisent des émissions interactives selon le format magazine en respectant les normes de production de RRI. C'est soit une nouvelle émission ajoutée à la grille, soit une ancienne émission adaptée. Parmi ces 5 stations aussi, 3 continuent de produire des émissions magazine Feuille verte, qui est une émission agricole complète avec 6 segments qui va de l'actualité, la météo et les prix des denrées jusqu'à la promotion d'entreprises locales. Donc, les radios ont mentionné les motivations suivantes pour diffuser ces émissions Feuille verte. D'abord, une très bonne appréciation au niveau de la communauté. Les émissions ont eu plus d'appels sur la plateforme Ulusa et la tribune téléphonique. L'appréciation aussi des rubriques nouvelles, météo et marché par nos communautés. Et aussi une émission qui demande plus de professionnalisme de leur part. Et aussi une forte implication des leaders communautaires, surtout les chefs de village. Voilà. Oui. Excellent. Merci beaucoup, Maïmouna. Je pense que ça démontre bien toutes les exigences que venaient avec cette idée-là d'offrir des émissions qui donnent des résultats probants pour les communautés. Mais je pense qu'on était très chanceux de pouvoir compter sur cette collaboration précieuse-là avec les stations qui ont accepté de se lancer dans cette initiative-là. Là-dessus, je vais repasser la parole à Martine parce que là, c'était le temps de prendre les questions, je pense. Merci. Okay. Thank you so much, Caroline. Thank you so much. And I think we are going to answer straightforward. Caroline, et nous allons donc passer à la section sur les questions. Et je pense qu'il y a des questions qui ont été mentionnées dans la section allouée aux questions. Et la première s'adresse directement à Caroline et qui se demande, la question qui est posée a trait au travail que RRI fait en ce qui a trait au changement climatique. Qu'est-ce que RRI fait particulièrement en ce qui a trait au changement climatique? Actuellement, tout ce que nous pouvons faire, c'est que nous allons prendre toutes les leçons apprises dans le cadre de ces différents projets sur lesquels nous avons travaillé jusqu'ici et nous allons les exploiter dans le cadre d'un projet que nous avons lancé récemment et qui s'appelle le projet Solutions fondées sur la nature inclusive et tenant compte des genres. Et à cet effet-là, plusieurs parties prenantes seront impliquées et elles vont nous accompagner pour voir quelles sont les solutions qui sont disponibles à l'échelle locale, quelles sont les connaissances que les communautés locales ont pour mettre à contribution pour faire face au changement climatique. Ce que nous faisons exactement, c'est de collecter des informations par rapport à toutes les solutions qui sont disponibles à l'échelle locale dans les différents pays de mise en œuvre de ce projet et également de solliciter l'appui des parties prenantes pour voir comment exploiter toutes ces données-là. Merci beaucoup, Caroline. Je vais maintenant me retourner vers Maïmouna pour une question qui nous vient de Rita du Rwanda et elle souhaite savoir comment est-ce que vous collaboriez avec les radios locales. Donc, elle demande si vous aviez vos émissions ou si vous faisiez des émissions à partir des émissions qui existent déjà ou alors si vous aviez vos propres émissions.
Et Rita demande aussi si vous faisiez des sketchs, parce que c'est des moyens très efficaces pour passer la communication aux agriculteurs, surtout dans les villages. Maïmouna, en 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, merci bien Martine pour la question. Nous avons notre propre émission, voilà, c'était des séries d'émissions, donc au total nous avons fait 6 séries d'émissions. Donc je les rassure aussi que nous avons une série Théâtre Plus, donc c'était une émission d'abord où on entendait du théâtre, après il y avait une partie plus qui donnait la possibilité aux communautés de discuter de la thématique de la semaine. Donc voilà, c'était de nouvelles émissions et aussi le théâtre était utilisé. Ça a été une émission très appréciée par la communauté. Merci. OK. Thank you so much, Maïmouna. Merci beaucoup, Maïmouna. Je vais donc poser deux questions à Rosemonde, qui est au Ghana. Et la question qui vient de Arika David, qui demande à savoir qu'est-ce que les journalistes peuvent faire pour améliorer les moyens de subsistance. Et la deuxième question a trait aux bonnes pratiques et qu'il cherche à savoir également si les femmes et les agricultrices sont prises en compte au niveau du secteur de l'élevage. Merci beaucoup pour ces questions. Pour ce que les journalistes ou les radiodiffuseurs peuvent faire pour vraiment aider les femmes qui interviennent dans le domaine de l'élevage, c'est qu'ils peuvent exploiter les plateformes qui existent pour leur fournir des informations et également profiter de ces plateformes-là pour savoir quelles sont les difficultés que ces femmes-là ou ces agricultrices-là rencontrent dans le domaine de l'élevage. Et peut-être lorsqu'ils auront un regard sur les éléments concernant ces problématiques-là, ils pourront aller plus tard chercher les informations nécessaires à leur fournir. Et au Ghana, pour ce qui a trait à la deuxième question, pour la sécurité alimentaire, je pense que nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvions aider les femmes ou les communautés à enrichir plus les aliments dont elles disposaient chez elles. Nous n'avons pas beaucoup travaillé sur l'aspect de la recherche des moyens de subsistance en dehors de ce qu'elles avaient déjà. Donc, je pense qu'il s'agit d'éléments que nous pouvions prendre en compte pour d'autres projets que nous pourrions envisager. Il y a d'autres questions qui ont trait aux stratégies que nous utilisons et comment ces stratégies sont mises en place. Donc, si vous avez besoin de savoir comment nous nouons ou nous établissons des partenariats, vous pouvez nous contacter. Nous avons une adresse. Je vais revenir à Caroline pour que nous puissions clore ce webinaire. Donc, Caroline, à vous la parole. Oui, OK. Merci beaucoup, Martine. Donc, ce n'était pas un projet simple. On s'est basé sur
des approches qui étaient déjà existantes au sein de notre organisation pour les mettre à l'échelle. Mais c'est un projet qui nous a demandé de fonctionner autrement, puis d'aller plus loin que de regarder comment on fait une programmation radiophonique de manière à susciter des transformations au niveau de l'égalité des genres, mais d'explorer comment nous, on fonctionne, comment on collabore avec le monde du développement local pour mieux servir les femmes et avec les femmes. Et tenter aussi de mesurer quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment mesuré avant, l'impact sur le pouvoir des femmes. Donc, on a beaucoup appris et je pense que mes collègues et nos invités aujourd'hui ont pu bien partager certains de ces apprentissages-là qui, j'espère, seront utiles pour vous. Je pense sincèrement que la radio et l'éthique peuvent nous offrir une solution de développement intéressante si c'est bien utilisé. Ça peut nous donner une compréhension des besoins des femmes et des communautés marginalisées. Ça leur donne aussi l'opportunité de faire entendre leur voix et d'influencer les processus de développement. Mais on doit investir dans le processus. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les communautés, surtout les femmes, à utiliser cette technologie-là, à les aider à gagner la confiance nécessaire pour prendre avantage de ces espaces-là? Donc, j'espère qu'on va pouvoir continuer la conversation de différentes manières sur nos différents réseaux. Je pense qu'on a aussi d'autres projets à notre disposition qui vont nous permettre de continuer à mettre en œuvre ces apprentissages-là et d'aller encore plus loin. J'aimerais juste prendre le temps, en conclusion, de remercier mes collègues à RRI qui m'ont permis de réaliser cet événement-là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à Tara Speakerhoff et l'équipe des communications. Merci à notre chère modératrice Martine Moghem. Merci à nos traductrices Clémentina Sanchez et Sarah Karambiri. J'espère qu'on n'a pas été trop rapide. Et merci de nous avoir permis d'échanger en français et en anglais avec nos invités. Et justement, un gros merci à nos invités, Nora Young, Françoise Koulibaly, Alimata Konaté, Rosamond Ohene, Maïmouna Nadjefane et Adeyenka Onikan. C'était un plaisir d'entendre vos perspectives. Merci à Affaires mondiales Canada et au gouvernement du Canada d'avoir rendu ce projet possible grâce à son financement. Puis en dernier lieu, je veux prendre cette opportunité-là pour remercier mes collègues des équipes de mise en œuvre dans nos pays d'intervention. Donc, Sekou Ouedraogo, Lamine Togola, Rosita Tissot et Marcel Yanogo. Votre créativité pour faire face aux défis de mise en œuvre a rendu les accomplissements du projet possibles. Et puis, merci à nos stations de radio partenaires qui ont accepté de tester ces nouvelles approches avec nous. Merci beaucoup tout le monde. Thank you so much, Caroline. Thank you so much to all the participants. Merci, Caroline. Merci à tous les participants et à toutes les participantes. Senete da ketu nyumongo